attentat, leur cueil blessé. Et là, c'est plus incontrôlable. Il n'est pas fou, comme le disait très bien sur votre antenne Hélène Carrère-Dancos, qui connaît bien la Russie. Il a une certaine rationalité, une certaine logique. Mais là, il est pris dans sa contradiction. C'est où est-ce que je peux m'arrêter, etc. Alors, peut-être là aussi que le fait d'avoir 4 oblasts qui vont venir des kraïs ou des oblasts russes ou peut-être une autre entité administrative rattachée totalement à la Russie, ça va faire partie du point de vue du Kremlin de la Russie, donc avec toutes les implications que cela comporte au niveau de la défense, peut-être que cela permettrait aussi à Poutine, en cas de défaite, c'est-à-dire de non-progression, de ne pas reculer d'ailleurs, de geler les positions, de dire voilà, on a ce qu'on a voulu et on arrête là. Bon, en même temps, c'est quand même une série de revers cuisants, il pourra peut-être l'assumer auprès de sa propre population, du moins celle qui n'ira pas voter, comme le disait Magali, avec ses pieds. Nicolas Tenzer, est-ce que vous êtes inquiet pour la suite des événements après la tenue de ces référendums? On parlait de surenchère de la peur, qui a monté, la peur depuis le 24 février, on était en dissuasion avant. Écoutez, je dirais que la peur, elle n'est pas du côté des Ukrainiens. Je peux le dire, et elle ne doit pas être non plus de notre côté. Je pense que, je dirais, la stratégie de la peur, c'est précisément ce que Poutine entend essayer de faire, y compris d'ailleurs avec ses propos, qui sont d'ailleurs pas nouveaux sur l'arme nucléaire. Cela fait des années qu'il les utilise, je dirais, depuis même à peu près 8 ans ou 9 ans. Il n'arrête pas de dire il y a toujours cette menace nucléaire. Donc faisons attention, prenons bien sûr les choses au sérieux, ne pas le prendre à la légère, mais faisons attention de ne pas céder à ce discours qui a un but quand même. C'est après tout l'un des éléments de la dissuasion de manière assez classique, qui est de nous faire reculer et de pousser l'Occident, ce qui serait la pire des fautes, à négocier quelque chose. Alors je crois qu'en Ukraine, il faut le rappeler, il n'y a rien à négocier. Maintenant, sur la question effectivement de ces oblasts qui pourraient devenir soi-disant russes après cette mascarade de référendum, je rappelle quand même que l'Ukraine a pu attaquer la Crimée, qui a été illégalement annexée en 2014, et que cela n'a suscité strictement aucune réaction du pouvoir russe. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, faisons attention, parce que on voit aussi un certain nombre, parfois, disons, de propagandistes ou d'alliés du Kremlin, même en Europe, je dirais, amplifier en quelque sorte cette stratégie de la peur que veut M. Poutine. Donc faisons attention de rester calme. D'ailleurs, c'était bien le message américain qui n'a pas d'ailleurs évoqué une riposte nucléaire, il a bien dit une riposte non nucléaire, qui a fait passer des messages de manière assez discrète et qui ne veut surtout pas aller dans ce jeu de l'escalade qui serait très dangereux. En revanche, là où j'ai une autre crainte, on le voit déjà en Crimée, c'est que quand ces territoires seront officiellement soi-disant annexés, enfin, en tout cas d'un point de vue russe, eh bien, les gens de ces territoires vont pouvoir être mobilisés. On voit déjà donc en Crimée que l'armée russe mobilise des Tatars de Crimée qui sont ukrainiens, qui sont des opposants farouches au régime de Poutine, qui ont subi déjà persécutions, exécutions ou disparitions forcées. Donc, on va les mettre en quelque sorte comme de la chair à canon en première ligne. Et on pourrait assister exactement à la même chose avec des Ukrainiens de ces territoires occupés, et ça, je pense que c'est extrêmement inquiétant. Vous pensez, c'est-à-dire que ça ne vous étonnerait pas aujourd'hui de la part de Vladimir Poutine qui a du mal à gonfler ses troupes, on voit les moyens qui sont employés aujourd'hui, la déshérence de ces soldats qui ne veulent pas aller combattre, ceux qui fuient, d'utiliser la population ukrainienne, une partie de cette population pour aller combattre. Oui, effectivement, encore une fois, je cite déjà l'exemple de la mobilisation des Tatars en Crimée annexée illégalement. Ces Tatars sont ukrainiens, encore une fois, ils ont été persécutés par Staline d'abord de manière massive, puis par Poutine, et on les envoie au front contre tout simplement leurs compatriotes, leurs frères. Et ça, je trouve que ça a une forme, je dirais, de sadisme, en quelque sorte, absolument terrible, parce que quelles vont être la réaction à la fois de ces combattants qui vont sans doute essayer de ne pas aller complètement à fond, je dirais, dans leur attaque, parce que moralement, c'est insupportable pour eux, et également du côté des Ukrainiens de l'autre côté, qui vont dire, mais on n'a pas envie non plus de tirer sur nos frères. Et ça, c'est un vice extrême, je crois, de la part de Poutine. Maintenant, on sait aussi que toutes ces troupes, elles vont être extrêmement peu armées, que le matériel de l'armée russe est extrêmement vétuste, qu'il a du mal à trouver de nouvelles pièces pour réparer ou pour construire a fortiori de nouveaux engins, que ce soit des fusils ou des chars. Donc vraiment, il joue sur le nom comme chair à canon. Il ne joue pas, il n'espère pas avoir une véritable victoire. Je pense que même cette mobilisation, on revient à un autre sujet peut-être, mais que cette mobilisation, de toute manière,
est vouée à l'échec au-delà des protestations massives qu'elle engendre. Le problème, ce sera quand même le moral de ces troupes-là qui auront été recrutées, enrôlées sans qu'on leur laisse le choix. Est-ce que véritablement, elles auront envie de se battre? Moi, j'ai un sérieux doute. Est-ce qu'à la première occasion possible, ils ne quitteront pas le front pour essayer de s'échapper? On voit bien cette fuite en avant dont on parle là, depuis le début. On voit bien à quel point il est dans une impasse, hein, comme disait Catherine Colonna tout à l'heure, parce que